Aristote, le traité de l'âme, livre 1, l'âme, chapitre 2, les doctrines sur l'âme. Puisque nous étudions l'âme, il est nécessaire, en même temps que de poser des problèmes que nous aurons à résoudre par la suite, de recueillir les opinions de nos devanciers qui ont professé quelques doctrines à son sujet, afin de tirer profit de ce qu'elles auront de juste et d'éviter ce qui ne l'est pas. Le point de départ de notre investigation, c'est d'exposer les caractères qui, de la vie générale, appartiennent éminemment à l'âme, en vertu de sa nature. Or, l'animé diffère de l'inanimé, semble-t-il, par deux caractères principaux, le mouvement et la sensation. Et ce sont aussi approximativement ces deux conceptions que nous ont transmises nos prédécesseurs au sujet de l'âme. Certains d'entre eux, en effet, disent que l'âme est par excellence et primordialement le moteur. Et dans la pensée que ce qui n'est pas mu soi-même est incapable de mouvoir une autre chose, ils ont cru que l'âme appartient à la classe des choses en mouvement. De là vient que Démocrite assure que l'âme est une sorte de feu et de chaleur. Ces figures ou atomes sont en effet infinis, et ceux qui ont la forme sphérique, il les appelle feu et âme. Ils peuvent être comparés à ce qu'on nomme les poussières de l'air, qui apparaissent dans les rayons solaires à travers les fenêtres. De ces figures, l'universelle réserve séminale constitue, selon lui, les éléments de la nature entière. Même théorie chez Leucippe. Et ceux d'entre ces atomes qui revêtent la forme sphérique sont identifiés avec l'âme, parce que les figures de ce genre sont les plus aptes à pénétrer à travers toute chose et à mouvoir le reste, attendu qu'elles sont elles-mêmes en mouvement. Et ces philosophes sont d'avis que l'âme est ce qu'imprime le mouvement aux animaux. C'est pourquoi aussi la respiration est pour eux le caractère essentiel de la vie. En effet, quand le milieu ambiant comprime les corps organiques et en fait sortir celles des figures qui communiquent le mouvement aux animaux, parce qu'elles ne sont elles-mêmes jamais au repos, un renfort est apporté du dehors à ces atomes par l'introduction d'autres figures de même nature dans l'acte respiratoire. Car ces figures empêchent encore celles qui se trouvent déjà à l'intérieur des animaux de s'échapper, en repoussant ce qui comprime et condense. Et selon ces philosophes, les animaux vivent aussi longtemps qu'ils sont capables d'exercer cette résistance. Il semble aussi que la doctrine des pythagoriciens ait la même signification. Certains d'entre eux, en effet, ont déclaré que l'âme, ce sont les poussières de l'air, d'autres que c'est ce qui les meut. Et au sujet de ces poussières, on fait remarquer qu'elles nous paraissent continuellement en mouvement, même quand le calme est complet. La même tendance est celle de ceux qui définissent l'âme, ce qui se meut soi-même. Ils semblent tous penser en effet que le mouvement est le caractère le plus propre de l'âme, et que toute chose est mue par l'âme, mais que celle-ci se meut par elle-même. La raison en est qu'on ne voit aucun moteur qui ne soit lui-même mu. De même encore, Anaxagore assure que l'âme est la cause motrice, et c'est aussi l'opinion de tout autre philosophe, s'il en fut qui admit que l'intelligence a imprimé le mouvement à l'univers. La position d'Anaxagore n'est cependant pas tout à fait celle de Démocrite. Celui-ci, en effet, identifie absolument âme et intelligence, puisque selon lui, le vrai, c'est ce qui apparaît aussi, approuve-t-il Homère, de dire dans un vers que Hector était étendu, la raison égarée. Il ne traite donc pas l'intelligence comme une faculté de connaître la vérité, mais il identifie âme et intelligence. Anaximore, lui, s'exprime moins clairement à leur sujet. À maintes reprises, il assure que la cause du beau et de l'ordre, c'est l'intelligence. Mais ailleurs, il identifie l'intelligence avec l'âme, puisqu'il l'attribue à tous les animaux, grands et petits, supérieurs et inférieurs. Or, il n'apparaît pourtant pas que l'intelligence, entendue au sens de prudence, appartienne également à tous les animaux, ni même à tous les hommes. Ainsi, tous les philosophes qui ont porté leur attention sur le fait que l'animé se meut ont considéré l'âme comme le moteur par excellence. Au contraire, ceux qui se sont attachés surtout au fait que l'animé connaît et perçoit les êtres, ceux-là disent que l'âme consiste dans les principes.
Pour ceux qui admettent plusieurs principes, l'âme est identique à ces principes. Et pour ceux qui n'en admettent qu'un, l'âme est ce principe même. C'est ainsi qu'Empédocle déclare qu'elle est composée de tous les éléments, chacun de ces éléments étant aussi une âme. Voici du reste ses propres paroles. Ouvrez les guillemets. C'est par la terre que nous voyons la terre, par l'eau, l'eau, par l'éther, le divin éther, le feu par le feu, par l'amour, l'amour, et la haine par la triste haine. Fermez les guillemets. De la même manière, Platon, dans le Timée, façonne l'âme à partir des éléments, car pour lui, le semblable est connu par le semblable, et les choses sont constituées par les principes. De même aussi, dans ses leçons sur la philosophie, on trouve établi que l'animal en soi provient de l'idée même de l'un, et de la longueur, de la largeur, et de la profondeur première, et que les autres êtres sont aussi composés d'une manière semblable. Platon s'exprime encore autrement. L'intelligence est l'un et la science le deux, car elle s'avance d'une direction unique vers un seul point. Le nombre de la surface est l'opinion et celui du volume, la sensation. Les nombres, en effet, étaient expressément identifiés avec les idées mêmes et les principes, et ils sont constitués à partir des éléments. D'autre part, les choses sont saisies les unes par l'intelligence, d'autres par la science, d'autres encore par l'opinion, d'autres enfin par la sensation. Et ces nombres sont en même temps les idées des choses. Et comme il leur semblait que l'âme est aussi bien motrice que cognitive de cette manière, certains philosophes l'ont façonnée à partir de ces deux principes, en déclarant que l'âme est un nombre qui se meut lui-même. Mais les opinions diffèrent au sujet de la nature et du nombre des principes. La différence existe surtout entre ceux qui les font corporels et ceux qui les font incorporels. Et de tout cela diffèrent également ceux qui opèrent un mélange et qui tirent des deux sources la définition de leurs principes. Les divergences s'appliquent aussi au nombre des principes. Les uns disent qu'il n'y en a qu'un, les autres plusieurs. Et c'est en demeurant conséquents avec leur doctrine qu'ils ont rendu compte de la nature de l'âme. Ils ont cru non sans raison que ce qui est naturellement moteur fait partie des principes. D'où l'opinion est venue à certains philosophes que l'âme est feu, car le feu est le plus subtil et le plus incorporel des éléments. Et en outre, c'est lui qui primitivement est mu et meut les autres choses. Démocrite s'est exprimé d'une façon plus ingénieuse et a montré la raison pour laquelle chacun de ces deux caractères appartient à l'âme. L'âme et l'intelligence sont, dit-il, une seule réalité. Cette réalité est l'un des corps premiers et indivisibles, et elle est motrice en raison de la subtilité de la figure de ses atomes. D'autre part, il assure que de toutes les formes, la forme sphérique est la plus aisée à mouvoir, et que telle est précisément la forme de l'intelligence et du feu. Anaxagore, qui semble soutenir que l'âme est une chose distincte de l'intelligence, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, traite en réalité l'une et l'autre comme une nature unique, excepté toutefois que c'est de préférence l'intelligence qu'il pose comme principe de tous les êtres. En tout cas, il assure que seule de tous les êtres, elle est simple, sans mélange et pure, et il assigne au même principe les deux puissances, savoir la connaissance et la motricité, quand il dit que c'est l'intelligence qui a mis en mouvement l'univers. Il semble aussi que Thalès, d'après ce qu'on rapporte, ait pensé que l'âme est une force motrice, s'il est vrai qu'il a prétendu que la pierre d'aimant possède une âme parce qu'elle attire le fer. Pour Diogène, comme aussi pour certains autres, l'âme c'est l'air, car il pensait que l'air est le plus subtil de tous les corps et le principe même. Et telle est la raison pour laquelle l'âme connaît et meut. En tant que l'air est premier et que le reste en dérive, il connaît et en tant qu'il est le plus subtil des corps, il est moteur. Pour Diogène, comme aussi pour certains autres, l'âme c'est l'air, car il pensait que l'air est le plus subtil de tous les corps et le principe même. Et telle est la raison pour laquelle l'âme connaît et meut. En tant que l'air est premier et que le reste en dérive, il connaît. Et en tant qu'il est le plus subtil des corps, il est moteur.
Héraclite prend aussi l'âme pour principe, puisqu'elle est, selon lui, l'exhalaison dont les autres choses sont constituées. Il ajoute que ce principe est ce qu'il y a de plus incorporel et qu'il en est un flux perpétuel, que d'autre part le mu est connu par le mu, car pour lui, comme pour la plupart des philosophes, tous les êtres sont en mouvement. Sensiblement, la même paraît avoir été l'opinion d'Alcméon sur l'âme. Il prétend en effet qu'elle est immortelle par sa ressemblance avec les êtres immortels et que cette ressemblance lui appartient en vertu de son éternel mouvement, car toutes les choses divines se meuvent toujours d'une façon continue, la lune, le soleil, les astres et le ciel tout entier. Parmi les philosophes, d'une pensée plus superficielle, certains ont professé même que l'âme est eau, par exemple Hippon. Leur conviction semble provenir du fait que la semence, chez tous les animaux, est humide, car Hippon réfute ceux qui prétendent que l'âme est le sang, en disant que la semence n'est pas du sang, et que c'est elle qui est l'âme primitive. D'autres, comme Critias, ont soutenu que l'âme est le sang dans la pensée, que la sensation est l'attribut le plus propre de l'âme, et que cet attribut est dû à la nature du sang. Car tous les éléments ont trouvé leur défenseur à l'exception de la terre. Celle-ci, personne ne l'a adoptée, sauf celui-là, s'il en fut, qui a déclaré que l'âme provient de tous les éléments ou qu'elle est tous les éléments. Ainsi donc, tous ces philosophes définissent l'âme par 3 caractères, peut-on dire, le mouvement, la sensation, l'incorporéité, et chacun de ces caractères est rapporté au principe posé. C'est pourquoi ceux qui définissent l'âme par la connaissance font d'elle soit un élément, soit un composé, l'élément professant ainsi, à l'exception d'un seul, des opinions voisines les unes des autres. Ils disent en effet que le semblable est connu par le semblable, et comme l'âme connaît toute chose, il la constitue à partir de tous les principes. Ainsi, les philosophes qui n'admettent qu'une seule cause et qu'un seul élément, par exemple le feu ou l'air, posent l'âme comme formée aussi d'un seul élément, tandis que ceux qui reconnaissent une pluralité de principes introduisent aussi la pluralité dans sa composition. Anaxagore est à soutenir que l'intelligence est impassible et qu'elle n'a rien de commun avec aucune autre chose. Mais si telle est sa nature, comment connaîtrait-elle et par quelle cause? Anaxagore ne l'a pas expliqué, et on ne peut pas non plus l'inférer clairement de ses paroles. Tous ceux qui introduisent des contrariétés dans leurs principes constituent aussi l'âme à partir des contraires. Par contre, ceux qui n'admettent comme principe que l'un ou l'autre des deux contraires, par exemple le chaud ou le froid, ou quelque autre qualité de ce genre, réduisent pareillement l'âme à l'un ou l'autre de ces contraires. C'est aussi pourquoi ils se laissent guider par les dénominations. Ceux qui identifient l'âme avec le chaud assurent que c'est pour cela que le mot y a été créé. Ceux qui au contraire l'identifient avec le froid affirment que c'est à cause de la respiration et du refroidissement qu'elle est appelée souffle. Telles sont donc les opinions traditionnelles sur l'âme et les raisons pour lesquelles on s'est prononcé de cette façon.